Salut à vous. Salut. Aujourd'hui, dans ce bilan sélectif 2021, Cyril et moi allons vous parler des jeux qui ont jalonné un petit peu notre année en les catégorisant des plus simples et accessibles jusqu'aux plus complexes. On va vous parler de quelques jeux. On a beaucoup plus de jeux qui vont être dans le bilan sélectif écrit qui est sur le site ludovox.fr. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce bilan sélectif, dont le lien sera en description, pour avoir plus d'avis, etc. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les jeux dont on parle, notamment les règles et autres, eh bien vous pouvez aller sur le site pour recueillir les avis, mais également sur les Ludochronos si vous voulez un petit peu plus d'explications sur les mécaniques du jeu et le matériel du jeu. Je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer à la première catégorie, qui est la catégorie enfant. Dans la catégorie enfant, on va vous parler de quelques jeux qui ont marqué un petit peu notre année, et je crois qu'on a une tendance qui se dégage vraiment fort dans le jeu enfant. Bah, c'est le narratif. Ouais, le narratif. Clairement, on a Bubble Stories et on a Operation Cookies, Ouais. Unfold Operation Cookies, les Unlock... Unlock Chronicles of Crime qui deviennent Kids. C'est ça. Donc on est vraiment dans le jeu, un peu d'énigme escape et puis le narratif. C'est vrai que on sort du memory, on sort du petit jeu d'adresse, etc., de motricité fine. Là, on est vraiment dans l'histoire, se raconter une histoire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Opération Cookies ? Bah, autant de Cookies que de Unlock, ce qui est bien, c'est que c'est des jeux que les enfants peuvent s'approprier assez facilement finalement. Et du coup, les parents peuvent se mettre en retrait, ils suivent un petit peu pour les aider, mais les enfants vont jouer eux-mêmes, vont découvrir eux-mêmes. Les mécanismes. Après, je trouve que, alors sur Unfold Operation Cookies, il y a vraiment ces enveloppes que tu découvres rabat après rabat qui créent un petit peu la surprise, l'effet waouh. Il y a des choses un petit peu sensorielles, on va pas trop vous en parler parce que c'est des choses sympas à découvrir, donc on vous laisse la découverte. Mais c'est intéressant de les découvrir. Et en plus, effectivement, voilà, on a du matériel sympa qui est approprié pour les enfants. C'est pas toujours... Enfin, c'est assez compliqué, en fait, de faire ça. Mais là, je trouvais que ça marchait plutôt bien, que ça soit Bubble Stories aussi, où finalement, on a un tout petit jeu très contenu qui est vraiment un mini-livre dont vous êtes le héros avec des cartes. On a finalement 20 cartes pour chaque histoire et les enfants redemandent vraiment. On a des jeunes papas dans l'équipe dont les enfants sont fous de ces jeux-là. Toi, bah, tu as mis tes enfants devant Opération Cookies et je crois qu'ils étaient... Bah, ils se sont installés sur la table, ils ont commencé à chercher, je les entendais jouer, j'étais à côté et ça, tout se faisait seul. Quoi. Et c'est vrai que, mine de rien, je pense que c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres types de jeux et peut-être vers un peu plus de lecture aussi, par exemple pour Opération Cookies, il y a quand même un peu de lecture. Alors que Bubble Stories, c'est vraiment sans texte, c'est vraiment pour les enfants, c'est presque un escape game pour 4 ans et plus. Oui, c'est ça, c'est que Bubble Stories, c'est plus petit enfant. C'est vraiment, alors que Opération Cookies, déjà, faut avoir un peu, faut un peu calculer, faut avoir un petit peu de lecture, c'est déjà pour un peu plus grand, quoi. Et finalement, c'est des supports d'histoire, plus que juste des jeux, et je trouve ça sympa, parce qu'on peut partager autre chose par le jeu, on peut partager des histoires, et moi ça me touche, c'est des choses, alors j'ai pas d'enfants, mais en tout cas, voilà, si j'avais des enfants, je pense que je ferais ça avec eux. Bien entendu, il y a eu d'autres jeux, n'hésitez pas à regarder sur l'article pour voir les autres jeux qui ont un petit peu marqué notre année pour les enfants. On va passer tout de suite à la catégorie famille. Dans la catégorie famille, on va vous parler de 2 jeux parmi tous ceux qui sont sortis pour cette catégorie, et le premier c'est Recto Verso. Et c'est un jeu, déjà c'est sensoriel aussi, quelque part on parlait de sensoriel juste avant, où on va devoir communiquer avec un partenaire pour arriver à réaliser finalement un pattern. Avec des pièces en 3D, avec des pièces et il faut toutes les utiliser, on les place sur un damier, on les superpose, on cache certaines pièces parce qu'on veut que notre côté de la carte soit représenté, mais il faut que ce soit la même chose pour notre partenaire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un exercice qui n'est pas si évident. Puis du coup, on discute. J'ai besoin de ce orange là. Si je le mets là, est-ce que ça t'arrange? Non, mais là, par contre, tu me caches ça. Et on commence un peu à visualiser ce que le joueur en face doit avoir. Et c'est intéressant, en fait. Ça me rappelle un petit peu Brick Party. Je ne sais pas si tu avais joué, où dans Brick Party, il y a quelqu'un qui donnait des ordres avec des contraintes, genre... il ne devait pas dire certaines choses, etc. Et il y a quelqu'un qui devait construire ce qui était raconté jusqu'à ce que ça marche. Et donc là, on fait tous les deux la même chose, on est tous les deux dans la même activité, les 2 partenaires. Alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 6, donc à 2 on est en coopération,
mais à plus, en fait, on a toujours un partenaire à chaque manche de jeu, et on va être finalement en partenariat pour un petit temps, parce qu'après on veut gagner, donc on veut performer en fait, tout le temps. Et du coup, on est un peu spectateur. Dans ce format-là, en tout cas, on se retrouve un peu trop souvent spectateur. Et par contre, moi, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est le travail d'édition qui a été fait. Parce que finalement, la boîte qui était très grosse dans la première édition, qui s'appelait l'Aboca, a été vraiment compactée. Le matériel est hyper agréable, on joue sur la boîte, il y a un porteur-carte dans le thermoformage. Le score est sur les côtés de la boîte, c'est vraiment... Puis ça s'installe en 30 secondes, quoi. Ouais, ça s'installe en 30 secondes. C'est ça qui est agréable, ça s'installe en 30 secondes. Ça s'installe en 30 secondes, ça se joue en 2 minutes, vraiment, c'est une miniardise, et on peut y jouer plus longtemps, mais on peut aussi voilà, le faire, le laisser sur la table, et puis y jouer quand on a envie de jouer. Donc, gros succès chez moi. C'est un peu ce que je fais, moi. Je joue avec ma fille, comme ça, entre midi et deux, on fait 1 ou 2 cartes, puis après on va manger, puis après je la ramène à l'école. Et c'est juste le bon timing pour l'occuper, c'est juste parfait, quoi. Je te propose qu'on passe au deuxième jeu qu'on a sélectionné dans cette catégorie. Encore une fois, c'est un succès d'année de la catégorie, mais ce deuxième jeu, c'est Seven Wonders Architects, qui surfe donc sur la vague de Seven Wonders. Donc c'est une version beaucoup plus familiale et beaucoup plus accessible, avec un matériel, encore une fois, qui sert complètement le jeu. On a chacun sa merveille, donc on va récupérer son petit trait avec sa merveille. Donc on a vraiment un petit contenant avec un couvercle qui va rappeler le pouvoir de notre merveille avec un autocollant. On va avoir un petit talon avec ses cartes. Vraiment, tout le matériel sert admirablement bien le jeu. Ça s'installe en 2 secondes, ça se joue en 20 minutes. Et c'est hyper efficace, quoi. C'est ça, c'est le principe vraiment on a vraiment tout condensé et on a des choix qui sont relativement limités, mais du coup ça marche bien avec un public un peu néophyte, entre guillemets. C'est vrai que là où Seven Wonders était quand même assez abstrait, parce que les ressources elles sont abstraites, là on dépense vraiment les ressources quand on les utilise. Quand on fait la guerre, il y a des choses qui partent. Il n'y a pas beaucoup d'interactions négatives, c'est surtout très positif. Et finalement, il y a plein de moments où on a des petits choix. Parfois, il y a des petites stratégies de blocage où on va essayer de bloquer le joueur qui est à notre gauche ou à notre droite en laissant une carte sur le paquet. Donc on a des stratégies, mais en même temps, c'est suffisamment accessible. Ça bloque personne parce qu'il y a toujours un truc à faire. Et même si on a un truc qui nous plaît pas forcément, ça nous servira peut-être par la suite. Ouais, finalement comme dans Seven Wonders, des fois, on va prendre des choses on verra bien ce que ça apportera, quoi. Et ça se joue à 7, mais par contre, c'est vrai que c'est pas un jeu en simultané comme dans Seven Wonders. Ce qui peut permettre aussi aux joueurs de parler un petit peu plus autour de la table, parce que ce temps mort, en fait, ça permet aussi aux joueurs de discuter, d'avoir une vie sociale autour du jeu. Alors que si on est tout le temps en train de prendre des décisions en simultané, c'est plus calme, c'est plus studieux. Donc peut-être que c'est plus convivial que Seven Wonders, au final. C'est possible, effectivement. On va passer à la catégorie suivante, donc ce sont les jeux de mots. On va passer aux jeux de mots. Alors c'est rare qu'on ait vraiment une catégorie pour les jeux de mots. En général, ce sont les jeux familiaux ou dans les jeux d'apéro. Mais cette année, en 2021, il y a vraiment eu d'excellents jeux, d'excellents titres qui sont sortis. Et donc on va vous en parler de 3. On va commencer par Mots Malins. Alors dans Mots Malins, on va être en coopération. On est dans l'immédiat, genre 5 ou 10 minutes. Et on a sa carte avec une coordonnée. Et les coordonnées correspondent à 2 coordonnées avec un mot chacune. Donc par exemple, si j'ai singe et par exemple gâteau, je pourrais très bien décider de dire banane, parce que les singes mangent des bananes, on peut faire un gâteau à la banane. Du coup, j'espère que les gens vont dire ma bonne coordonnée, peut-être B2. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que on a un temps limité, donc on n'a pas ce temps trop de réflexion, et ça va pousser à faire des erreurs. Oui. Et on va sortir des choses finalement qui auraient pu aller ailleurs, et voilà, et en fait ça s'enchaîne. C'est ça, on va oublier une polysémie par là, on va oublier qu'il y a tel mot qui existe, et du coup c'est hyper drôle. C'est plus drôle quand on rate que quand on réussit, mais on peut complexifier le jeu. Normalement on joue en 4 coordonnées par 4, on peut faire 5 par 5, ou 3 par 3 si on veut simplifier avec des enfants. Et moi j'ai trouvé qu'il marchait super bien, et je suis parti en croisade pour dire que c'était trop bien. 5 ans après Codenames, parce que Codenames c'était 2016, Codenames, c'était vraiment hyper intellectuel, c'est un peu la fête dans ta tête quand tu joues, mais quand tu regardes des gens jouer à Codenames, t'as pas l'impression que c'est le fun immédiat.
c'est pas le fun. Il faut Ouais. le dire, c'est chouette parce que quand on aime les Mais mots, mais c'est chouette dans ta tête. c'est ça. Et c'est pas chouette sur la table. Alors que Mot Malin, ce qui est chouette, c'est justement qu'on va des fois dire n'importe quoi. Parce que Mm. déjà, il y a des coordonnées qui s'y prêtent et on peut vraiment partir dans des champs lexicaux complètement barrés. Et si on a les joueurs en face chez qui ça fonctionne, ben, ça va être rigolo. Carrément, et puis on va sortir un truc, et là, ils vont dire « Ah, je sais, B4 !» Paf, on pose la carte, on est super content. C'est satisfaisant, et même quand on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à trouver d'idée pour sa coordonnée, en fait, on peut quand même réfléchir à ce que les autres disent. Donc, on est toujours actif. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, Ouais, on je est suis toujours d'accord. en tension. Alors que Codenames, quand on attend que le maître espion choisisse son mot, il y a un temps mort et ça peut être assez long, en Qui fait. peut être Mm. vraiment long. Donc, vraiment une toute petite boîte, format hyper efficace. On recommande à fond, à fond, à fond. Tu vas nous parler de So Clover aussi. Je crois que voilà, ça fait partie des jeux qu'on a beaucoup aimé. Ce Clover, c'est le pendant, mais plus réfléchi. Ouais. C'est là pour le coup, on va essayer d'inscrire des mots et de les faire découvrir. C'est coopératif, hein. Mm. On va avoir une bonne phase de réflexion. Quel mot je mets pour ces deux cartes. Parce que c'est vrai que les cartes carrées qui s'assemblent avec des mots sur les quatre côtés et qu'on va pouvoir tourner, en fait, c'est une vraie innovation mécanique et ça crée un vrai dilemme, mais en même temps, ça crée des moments de connexion cool. Et ouais, et puis en plus, on va avoir, on a une phase où on est spectateur, puisqu'on présente, on va présenter nos mots, hein, quelque part, et puis les autres réfléchissent, et puis c'est rigolo de les entendre réfléchir, se dire, ah mince, j'avais pas vu ça, et ils tombent dans ce piège que j'avais pas cerné. Oui, et puis de toute façon, il y a toujours la carte qui arrive, parce qu'en fait, on va mélanger ces 4 cartes et on va en mettre une 5e au hasard. La 5e carte, c'est toujours le drame, parce que évidemment, elle se mélange super bien avec nos 4 autres cartes, et ça marche à chaque fois à fond, hein. Vraiment. C'est vraiment, moi, ça a été un jeu auquel on a joué en famille. Mon malin, justement, a ce côté rapide, donc c'est bien pour avec des amis. Et en famille où ils ont un peu peur de ce côté rapide, ce Clover. Oui, il est moins intimidant. C'est plus simple, quoi. Ouais. Et le 3e jeu dont on va vous parler, c'est Hot and Cold, qui est un jeu un peu bizarre, mais en fait, parce que y a 2 personnes qui sont en train de se dire des mots, ils sont en train de dire pyramide, alien, et après chaud, froid, tiède. Et en fait, quand on voit les gens jouer à ce jeu, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a quelqu'un qui se précipite et qui commence à jeter un truc et qui dit Illuminati. C'est complètement drôle, ça marche vraiment. Moi, je trouve qu'on est toujours engagé comme dans Mot Malin, on a toujours quelque chose à faire, parce que soit on est dans l'équipe qui essaye de réfléchir à intercepter les gens, soit on est dans les gens qui essayent de jouer le plus de cartes possible en essayant de trouver les bons mots, mais pas trop évidents. Oui. Et ouais, il se passe toujours un truc, quoi. Et puis il y a toujours des joueurs qui ont du mal avec ce genre de jeu, comme moi. Et c'est encore plus drôle parce qu'en fait, ça casse le rythme. Et voilà, c'est rigolo. On essaye, pourquoi t'as dit ça? Il faut quand même enchaîner. Et c'est vrai que tout ce genre de jeu, c'est des jeux qui sont ok, c'est la compétence qui est évaluée, mais en fait, c'est pas grave si on rate, c'est même mieux si on rate parce que c'est drôle. Et c'est ça qui est important dans ce genre de jeu, c'est que c'est pas dramatique d'échouer, on est vraiment dans quelque chose de fun, en fait, tout le temps, en permanence. C'est des jeux vraiment sociaux. C'est là où, justement, on passe un bon moment avec le groupe avec lequel on est. C'est le plus important. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe à la prochaine catégorie, qui est la catégorie des jeux initiés. Les jeux initiés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des jeux qui sont entre les jeux familiaux et les jeux experts. C'est-à-dire que, il y a des jeux experts qui sont vraiment experts, qui durent 3-4 heures, et en même temps, il y a des jeux qui durent pas cette durée-là, qui durent plutôt 1 heure, une grosse heure, mais qui sont un peu trop intimidants pour la famille. Et c'est là qu'on va mettre ces jeux initiés. C'est une catégorie qui a été aussi entérinée par le jury de l'As d'Or à Cannes. Ils ont créé une nouvelle catégorie cette année, une 4e catégorie. Donc maintenant, il va y avoir les jeux de l'As d'Or qui sont des jeux plutôt familiaux, les initiés et les experts. Et donc ça va permettre aussi pour eux, comme pour nous, d'avoir un nom là-dessus et donc de pouvoir parler de ces jeux-là plus facilement, parce qu'avant, on ne savait pas dans quelle catégorie les mettre. Est-ce que c'est pas la catégorie que nous, on appelle familial plus? Exactement, c'est un peu familial la plus. petite marche qu'il faut franchir pour pouvoir arriver à comprendre
le petit plus de règles qui fait que... C'est exactement ça. Hein, Et tu vas commencer par nous parler de Living Forest. Alors, Living Forest, c'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques et finalement, il les mélange assez facilement. C'est du deck building, donc famille, c'est toujours un peu compliqué, avec du stop ou encore. Et en fait, c'est une course, on a 3 objectifs et il faut arriver à être le premier à réaliser un de ces 3 objectifs. Et en fait, c'est hyper amusant parce qu'on va tirer nos cartes. On peut continuer à tirer des cartes jusqu'à ce qu'on ait envie de s'arrêter, sauf que si jamais on dévoile 3 animaux solitaires, bam, ça s'arrête. Et là, on fera plus qu'une action sur les 2. Donc, il y a un petit côté gourmand. On se dit, tiens, je vais tirer une carte, j'arrête pas. Et voilà, et on construit son jeu. Et j'imagine comme on fait plutôt la course, on a tendance à construire vers un objectif, mais en même temps, on se prépare pour un autre si jamais y en a un qui nous file sous le nez ou... Surtout qu'il s'alimente. Ouais. C'est-à-dire que si je gère sur les arbres, si j'essaye de construire les arbres, ben, ça va me faciliter sur les autres. Si j'achète des cartes, ça va me favoriser sur encore un autre. Et en fait, ils s'alimentent tous, donc au final, on essaye d'en faire un, mais après, on se dit, ah, je vais peut-être pas y arriver, je vais partir sur un autre. Et finalement, la fin se déclenche sur autre chose, quoi. Et moi, j'ai trouvé ce jeu très élégant et très amusant, et en plus, il dure juste ce qu'il faut parce qu'il y a une tension permanente. Il y a une petite interaction assez maligne où une des actions, c'est on se tourne autour d'un plateau et on fait des actions. Mais si jamais on se dépasse, on peut piquer un objet à un joueur, qui fait qu'on facilite son objectif, on ralentit l'autre. On ralentit l'autre. Ouais. Et donc on passe son temps à se courir après. À récupérer un petit peu, à faire du delta de 1, comme ça. Voilà. Ok. C'est taquin. J'ai trouvé ça très élégant, très, très simple et très élégant. Et honnêtement, j'y croyais pas. En voyant la boîte et tout ça, ça me disait pas. Et en fait, je suis rentré de suite dedans. Ben écoute, oui, ça a l'air très bien. Moi, j'ai pas encore joué à ce jeu-là. C'est Marilyn et toi qui y avez abondamment joué. Moi, je vais vous parler plutôt de Khôra. Alors, Khôra, c'est un jeu de civilisation, mais alors il est dans la gamme expert de Yellow, mais en fait, moi, je le considère comme légèrement expert. Mais en fait, j'y ai joué avec des gens qui jouent pas aux jeux de société. Et le jeu est tellement clair que tu comprends exactement où tu vas. Et ça, c'était vraiment une des grandes forces, c'est que tu comprends ce que tu fais, tu comprends pourquoi tu le fais. Tout est hyper logique, tout est hyper contenu, et pourtant, il y a des mécanismes très fins. On va commencer par avoir ce draft de cartes qui est compliqué, où on va récupérer des cartes politiques pour faire grandir sa cité. Et après, on va simplement faire des phases qui vont venir nous permettre de faire des actions, nous permettre de grandir. Et on se sent de plus en plus puissant parce que notre cité, effectivement, elle s'améliore vraiment. Et puis il y a un côté rigolo, c'est qu'on joue tous en même temps. Finalement, il y a juste une phase où on va sélectionner les tuiles d'action qu'on va réaliser, mais après on les réalise dans un ordre. Oui. Et donc, on va tous réaliser la même phase en même temps. Puis, il n'y a qu'une phase, la phase militaire. Oui, il n'y a que le combat. Ouais. Où il y a une toute petite interaction, ça pourrait être le défaut. Mais mine de rien, on construit son jeu tranquillement. Et puis, effectivement, on voit notre cité évoluer. Après, il y a même, tu vois, ces petits événements que tu révèles en début de manche. Et au lieu que ça soit super pénalisant ou trop gratifiant, là, on te laisse un tour entier pour y réagir. Et je trouve ça intéressant aussi de les montrer au début d'une manche et puis les réaliser à la fin. C'est pareil, c'est encore une question d'accessibilité. Je trouve que c'est extrêmement fin. Alors, évidemment, les joueurs qui sont très très experts, qui vont dire « Oh là là, on aimerait bien contrôler encore plus, etc. » J'en fais partie, j'aimerais bien contrôler un tout petit peu plus de choses, mais n'empêche que je passe des bonnes parties à chaque fois. Même s'il y a des moments, je me dis « Ah zut, j'ai pas eu ça », ça crée des moments, un peu d'émotion dans la partie. Et pour un jeu de civilisation qui soit aussi accessible, qui promette autant de choses et qui les tienne, ces promesses, en fait, je trouve ça super fort. Ouais, puis quelque part, il s'équilibre en fonction des joueurs. C'est-à-dire que si tu joues effectivement avec des joueurs, il va y avoir un peu plus de réflexion, un peu plus de stratégie. Si tu joues un peu en famille, on va aussi essayer de faire ton jeu, mais voilà. Mais mine de rien, il y a des bonnes petites combos à réaliser. Et c'est gratifiant pour le coup. Ouais. C'est une très bonne surprise que ce petit Khôra. On va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie, je ne sais plus.
Pour les jeux d'apéro, ah bah, c'était une bonne année aussi, on a bien rigolé, et on va vous parler de 3 jeux. Le premier, c'est Mes Amis sont. Alors c'est un jeu qui se base sur l'autocomplétion Google, donc par exemple, Mes Amis sont, ça peut être jaloux de moi, ça peut être Mes amis sont vraiment trop bêtes. Et donc, on va avoir plein de propositions à donner, il faut trouver les bonnes. Bien entendu, c'est complètement loufoque. C'est parfois un peu gênant, parce que ben, on voit ce que les choses... ce que les gens disent, ce que les gens pensent, comment ils réfléchissent à telle ou telle problématique. Mais en même temps, bah, c'est rigolo de voir ce que les gens mettent sur Google. C'est une famille en or, c'est le principe de la famille en or. Ouais, ou de l'interview Wired, où ils font justement, ils interviewent des célébrités en leur disant regarde ce que les gens pensent de toi, et puis les célébrités découvrent ce genre de trucs puis ils sont obligés de répondre à ces trucs un peu gênants. Et c'est vraiment rigolo. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu qui marchait bien. C'est le genre de jeu dans lequel le scoring n'est pas important. Normalement, on joue en équipe, etc. Mais ce qui est drôle, c'est simplement les propositions et bah, découvrir ce que les gens Google. C'est vraiment drôle. Et on va parler de Keblo aussi. Ça, c'est dans un autre genre, on va dire. Dans un autre genre, voilà. Dans un autre genre, compter de 1 à 20, c'est Keblo. Voilà, il faut compter de 1 à 20, sauf que il y a une carte. Et on va ajouter une carte mission à chaque manche. Qui va dire, bah, maintenant, le 5, vous dites 7. Ou alors, vous dites, pour le 14, vous dites me. Ou alors, vous faites des gestes, comme ça, genre vous pointez quelqu'un du doigt. Et vous les cumulez. Et vous les cumulez. Et il faut s'en souvenir. Et moi, j'y croyais pas. Au début, on m'a dit, oh, vas-y, faut jouer à ça et tout. Et j'y croyais pas. Je me disais, mais pourquoi ça marche? C'est un jeu d'apéro, un jeu de colo. J'y ai joué 50 fois. Et en fait, je me suis dit que bah, il fallait le faire. Et en fait, c'est vraiment bien fait. Ça marche tout seul. Parce qu'on se laisse porter. On se laisse porter, et puis il y a vraiment cette folie douce qui glisse sur la table quand il y a un joueur qui dit 14 et après l'autre qui dit jaune, et que tout le monde dit bah non, c'était pas jaune qu'il fallait faire, c'était me. et vraiment, on sait plus où on est, et une simple tâche comme compter de 1 à 20 devient juste un cauchemar qui te hante et qui te fait rire. Et franchement, c'est génial. Moi, je me suis vraiment éclaté sur Keblo. Et il y a Soundmakers. Et dans Soundmakers, le principe, c'est qu'il faut bruiter des cartes à la bouche. Et surtout, après, les autres joueurs, ils doivent repérer la carte. Les autres joueurs doivent repérer. Donc, on n'imagine pas comme ça, mais on a une image avec des saucisses qui cuisent. Mais qu'est-ce que je vais faire comme bruit? Ouais, c'est ça, mais ça marche. Oui, ça marche. C'est ça qui est rigolo. Il y a des cartes qui sont hyper simples, genre il y a des animaux, etc. Il y a les saucisses qui cuisent, et puis il y a le bruit d'un arc-en-ciel, quoi. Quel bruit fait un arc-en-ciel? Ouais, un pneu. Ou un pneu. Un pneu, flop, flop, flop. Et donc, c'est drôle parce que il y a cet exercice où on fait le truc à la bouche, mais en même temps, il faut trouver la bonne chose, il faut l'exécuter correctement, et les gens doivent trouver la bonne chose. C'est vraiment juste bête, mais c'est drôle, en fait. C'est vraiment... ça marche à fond, quoi. Ouais, c'est pareil que Mon Malin, c'est une petite boîte. Ouais. Et ça s'installe très très rapidement. Et puis, ça brise la glace, quoi. Ça brise la glace. C'est vrai que ça met une ambiance chaleureuse tout de suite. Et c'est un peu, je pense que quand on arrive dans une pièce où des gens jouent, que ce soit à Keblo ou c'est ce que j'allais dire. Ou à Soundmaker, les gens, ils deviennent fous, quoi. Ils disent, mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Mais en fait, tu t'amuses trop quand tu le fais. Donc, alors, on passe pas pour des gens sains d'esprit. Oui, voilà. Mais on rigole bien, et ça, c'est important. Voilà pour cette catégorie de jeux d'apéro. Maintenant, on va passer aux jeux abstraits. Dans les jeux abstraits, on va vous parler de 2 jeux. Tout d'abord, on va vous parler de Blockness. Alors, Blockness, comme dit le nom, on va essayer de réaliser le serpent du Loch Ness, hein, le monstre du Loch Ness. Et de se bloquer. Et de se bloquer, tout simplement. Et c'est très rigolo quelque part parce que on place nos petits morceaux en plastique. On essaye de les placer pour continuer notre monstre. Sauf qu'on essaye aussi de bloquer l'adversaire. Et puis il y a ce côté 3D, parce que c'est vrai qu'on va planter nos boss de monstres du Loch Ness et de serpents de mer, et en fait on peut passer par-dessus, pas vraiment par-dessus les autres, mais un peu. Il y a vraiment ce côté matériel où on doit continuer notre serpent, mais en même temps on a des contraintes, et ces contraintes c'est des pièces qui sont différentes, et il y a vraiment un côté satisfaisant, et même c'est très joli à regarder.
Et puis on veut bloquer les autres, mais des fois on se bloque aussi soi-même, parce que à un moment donné, où c'est que je vais placer cette pièce-là? Puis il y a un petit peu de profondeur, mine de rien. Il faut arriver à maîtriser un peu le truc. Et je trouve qu'effectivement, il y a un bon compromis entre la froideur que peut avoir un jeu abstrait et un jeu très familial, très accessible, avec des jolis petits monstres. Voilà, c'est quand même assez agréable. C'est un jeu qui se joue assez facilement avec des enfants. Ouais. Au contraire du jeu suivant de la liste, qui est Gorinto. Et Gorinto, c'est un jeu vraiment hyper calculatoire. On va dire, dans le format, on va dire que c'est un peu Azul, mais avec beaucoup moins de coups. Dans Azul, vous jouez peut-être 20-30 coups. Là, vous jouez 8 coups. Et chaque coup est hyper important. On va bien calculer. C'est très méticuleux. Parce qu'en fait, quand on déplace les pions qu'on va venir placer sur la montagne, ça va nous permettre de déclencher des pouvoirs, de marquer des points de certaines manières. Et c'est un jeu dans lequel on progresse beaucoup. Il y a une vraie courbe d'apprentissage. Et puis on a des cartes objectifs, donc on essaye de réaliser nos cartes objectifs, mais on essaye aussi de jouer par rapport au plateau, les pièces comment elles sont placées. On essaye aussi, plus ça va, de bloquer, de pas prendre ce qui va ranger l'autre. Donc mine de rien, on se fait son petit... Et comme tu dis, 8 coups. Ouais, 8 coups, et il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment, comme je te disais, cette courbe de difficulté, d'apprentissage. La première partie, t'es un peu perdu, et puis la deuxième partie, même si tu changes les objectifs, tu changes les trucs qui sont valorisés, les types de tuiles qui sont valorisés, en fait, tu retrouves un certain genre de compétences, et tu les acquiers vraiment, et tu sens que tu progresses. Parce que tu sens que tu vois plus loin dans le jeu, c'est très, très fondamental, un peu comme les échecs, où tu vois plus loin dans le jeu, plus tu progresses, plus tu vois loin. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Je m'attendais pas à aimer. Encore une fois, une bonne surprise. Comme quoi, ça sert à rien d'être blasé. C'est la gamme des jeux à la Azul, finalement. Ils arrivent, mine de rien, les auteurs arrivent à se renouveler, à proposer des choses originales, et ça marche. Je sais pas si ces titres vont s'inscrire dans la durée, mais en tout cas, ils nous ont bien parlé. Et on peut évoquer également K3, qui est un jeu en 2 dimensions et de blocage un peu, où on va déconstruire notre propre pyramide de pions pour en reconstruire une autre, essayer de bloquer les autres, les empêcher de poser les leurs, qui marchait très bien aussi. On va passer à la catégorie suivante, qui est le Roll and Write. Le genre du Roll and Write, donc, où vous écrivez sur une feuille, il est complètement foisonnant cette année. Ça fait quelques années que ça marche vraiment du tonnerre. Alors, il y a des moments où c'est pas vraiment adapté. On pense à certains titres qui méritaient presque d'être des jeux avec des cubes et avec des jauges, des cartes, etc., plutôt que d'être du Roll and Write. Mais il y en a des très bons, des excellents, et cette année, c'est un très très bon cru. Et on peut déjà commencer par parler de celui qui nous a le plus marqué, c'est Welcome to the Moon. Alors, Welcome to the Moon, c'est une suite à Welcome to Your Perfect Home et Welcome to Las Vegas. Welcome to Your Perfect Home avait déjà super bien marché, et là, on a une campagne en 8 scénarios. Donc, on va jouer ces scénarios qui vont être des planches complètement différentes les unes des autres. Au lieu d'avoir un carnet de planches, c'est des planches qui sont effaçables. On va utiliser des feutres pour tout simplement écrire dessus, on les effacera. Et elles ont toutes des règles un petit peu différentes, donc on va avoir une grille avec des ordonnations de nombres, on va avoir des choses à compléter, des tours à construire et des mines à creuser en même temps. Donc il y a plein de... Il faut jouer en vertical, à la fois en horizontal et à la fois en quartier. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui sont un petit peu héritées d'autres jeux, et en même temps on garde ce système de welcome qui est plaisant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et puis, visiblement, alors je suis pas arrivé vraiment à tout faire, parce qu'en fait, on peut rejouer la campagne et la complexifier encore, genre rajouter des choses, mais a priori, on va pas trop vous en parler pour pas trop vous divulgacher la chose. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai été soufflé. Moi j'ai pas encore fait la campagne, j'ai plus joué en famille les 4 premiers. Ouais. Et je trouve que ça reste quand même assez gamer, mine de rien. Ouais. Donc la petite marche, elle est pas forcément évidente. Oui, c'est vrai que c'est un peu gamer. Je dirais que la première grille, elle est plus facile que Welcome. Parce que le placement est un peu plus libre, et par contre après à chaque fois c'est une nouvelle règle, c'est presque un nouveau jeu à chaque fois. Dès la deuxième ça commence à se tendre, et puis la quatrième elle commence vraiment bien piquer. La quatrième elle pique, ouais. La troisième et la quatrième commencent à piquer, et la quatrième elle pique bien, ouais. Et dans le genre du Roll and Write, on peut citer Fleet Dice, qui existait en anglais depuis un certain temps,
On peut citer Varuna, qui est la suite de Déméter. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont sorties, qui sont bien. Il y a Get On Board qui arrive, qui va arrive. rajouter de l'interaction, puisqu'on construit des lignes de bus et on essaye de se gêner. Ouais, un peu à l'aventurier du rail. Un peu à l'aventurier du rail. Donc on va voir ce que ça va donner quelque part, ce système plus piquant, entre guillemets, parce que là, pour le coup, on va vraiment se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Donc on vous laisse découvrir ces jeux par vous-même. N'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir plus de ces jeux. Et on va passer à la catégorie suivante, les jeux d'enquête. Les jeux d'enquête, alors on les associe souvent à Sherlock Holmes Détective Conseil, mais depuis quelques années, il y en a beaucoup qui sortent, des nouveaux. Et ils essayent de renouveler le genre à chaque fois. On sort un petit peu de simplement l'enquête à la Sherlock Holmes Détective Conseil avec des systèmes un petit peu différents, que ce soit des systèmes de jeu ou des systèmes narratifs. Et justement, tu vas nous parler des Flammes d'Adlerstein. Ce qui est bien, c'est on ouvre une enveloppe. On ouvre une enveloppe, on a tout le matériel. En fait, c'est une enquête. On va essayer de retrouver. On a le rapport. On va avoir, sans spoiler, mais on va avoir un rapport d'enquête. On va avoir des photos. Il faut essayer de refaire le puzzle dans notre tête. Et ça, j'ai trouvé génial parce que pas de règles. Ouais. On est un peu estomaqué sur le moment. C'est quoi ce truc? Et finalement, on se prend au jeu. C'est vrai que tout est fait en facsimilé, donc voilà, des fausses factures, des faux machins, des fausses photos de caméras de surveillance, machin. Et en fait, j'ai ressenti un peu le même truc que toi, où je me suis dit, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe, comment on joue, quoi. Et en fait, on apprend à jouer en jouant. Et c'est encore une dimension supérieure de tous les trucs à la Unlock, etc. Tous les jeux à la Unlock, ils ont un tuto ou un début qui est très simple. Là, le début, c'est ouvre ta boîte et sors les documents et découvre-les. Puis quand on est plusieurs à table, il y en a qui vont s'approprier tel truc, tel autre. Ces photos, ça veut dire quoi? Puis petit à petit, à un moment donné, attends, mais il avait pas dit qu'il était à cet endroit-là. Attends, mais c'est les photos, ça correspond pas à ça. Hop, et tout s'éclaire petit à petit. Et des coupures de journaux, c'est une belle réussite dans le principe. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Et je trouve que, alors c'est un jeu qui n'a pas d'application, mais quand même on peut parler d'un jeu hybride. Il y a des bonnes idées qu'on va pas forcément vous révéler, mais qui demandent de réfléchir, d'avoir des raisonnements qui sont pas des raisonnements typiques, et qui demandent de faire d'avoir des actions qui sont assez étranges. Et c'est agréable en fait. Vraiment, c'est juste une question d'avoir une sensation ludique nouvelle sur un terrain qu'on pensait complètement défriché. Moi, je suis plutôt content. Ouais, moi, ça a été une bonne surprise de ce côté-là, parce qu'effectivement, on se retrouve avec le truc en main et puis on se lance, quoi. C'est vrai que voilà, on se lance tout de suite. Et ça, c'est vraiment un bon point des Flammes d'Adlerstein. Et moi, je vais vous parler de Suspect. Donc, Suspect, c'est un jeu d'enquête un peu plus traditionnel avec des cartes. Et donc, on va découvrir ces cartes petit à petit. On va interroger des suspects sur des sujets. Et on va découvrir une carte qui va nous octroyer une réponse. Et c'est un jeu qui parle des personnages. Et ça, c'est vraiment un truc qui me marque, moi. C'est que au lieu d'avoir quelque chose qui est sur les concours de circonstances, sur la voiture jaune est passée devant la cafétéria à telle heure, là, on va vous parler des personnages. Vous savez que tel personnage est colérique et que donc il aurait pu avoir cette réaction-là qui a causé la haine de cet autre personnage qui blablabla. Blablabla. Donc vous allez détricoter ça. On a vraiment cette ambiance Agatha Christie où on explore les motivations des personnages plus que les circonstances. La psychologie des personnages, ouais. C'est vraiment intéressant, effectivement. Et en plus, on a un encouragement à essayer de trouver les solutions très vite. C'est-à-dire que, normalement, on marque des points à la fin de la partie, mais vous allez émettre, à certains moments de la partie, vous allez émettre un jugement, vous allez essayer d'apporter une réponse aux 3 questions principales qui vont vous permettre de résoudre votre enquête. Et vous allez pouvoir réviser votre jugement petit à petit. Mais si vous avez trouvé la bonne chose dès le début, si vous avez eu la bonne intuition, et ben en fait vous allez marquer plus de points, c'est valorisé. Donc c'est intéressant de voir aussi que on nous indique que on va être valorisé. Et ça c'est intéressant. Et puis autre chose, c'est que les enquêtes sont indépendantes. Il y a plusieurs enquêtes dans la boîte, elles sont indépendantes, mais elles ont toujours un petit lien qui fait que c'est pas juste, on nous a pas juste de balancer que ça comme ça. Ouais. Tiens, ce personnage, mais je l'ai déjà vu, ou ça serait pas son frère. Ça, j'ai trouvé ça
J'ai trouvé ça super. Effectivement, on va suivre une détective un peu à la Miss Marple qui s'appelle Claire Harper. On va la suivre sur les 3 scénarios, et dans la deuxième boîte, a priori, on va explorer sa jeunesse et ses vieux jours. Donc on va avoir des scénarios plus étendus dans le temps, mais qui vont parler d'elle. Donc je trouve que c'est quelque chose, encore une fois, très facile, très abordable. Ça fait pas trop peur, c'est pas trop long non plus. On est vraiment dans la bonne dose de nouveautés, dans la bonne dose d'enquête aussi. C'est bien écrit. Et c'est bien écrit. Eh bien écoute, on va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie des jeux narratifs. Dans la catégorie des jeux narratifs, on va vous parler des jeux qui vous racontent une histoire, mais qui ne sont pas des jeux d'enquête, puisqu'on vient de faire les jeux d'enquête. Et donc, tu vas commencer à nous parler de Carte Aventura. Ouais, Carte Aventura, c'est juste un paquet de cartes. Et on va tirer une carte qui va nous raconter une histoire, qui va nous donner des choix à faire. Et on va continuer, avancer, et on va partir sur les traces de Alexandra David Neal, ou du shérif Bass Reeves. Ouais. Et c'est fort parce que il nous raconte une histoire avec juste un paquet de cartes. Moi j'ai offert une des boîtes à ma sœur, et on a installé, on est parti sans rien quoi finalement. C'est vrai qu'en fait il y a de l'immersion et on découvre comment jouer en jouant. Comme pour certains autres jeux dont on vient de parler. Et en plus, on peut les refaire, ces jeux. Parce qu'il y a plusieurs fins. Il y a plusieurs fins, il y a 5 fins dans chaque boîte. Et donc, bien entendu, il y a une fin qui va être l'échec. Mais après, il y a 4 autres fins qui sont plus heureuses, mais en même temps qui apportent des choses différentes. Et de partie en partie, on peut débloquer des choses pour les parties suivantes. Et ça, c'est plutôt malin, je trouve. Ouais, c'est... moi, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très, très efficace, quoi. L'histoire est intéressante. Il y a plein de petites finesses. Et ça porte des thèmes qui sont un petit peu différents, et c'est vraiment un jeu qui veut raconter une histoire plus que même s'il y a des mécanismes ludiques. En fait, le ludique est presque secondaire. On est plus immergé dans l'histoire qu'immergé dans le jeu. Et en soi, c'est pas dérangeant. Hein. C'est vraiment que la prise en main est très facile. C'est vrai que moi j'ai des amis qui bossent en bar à jeux et ils me disent mais c'est magique, tu poses la boîte au milieu de la table, tu leur dis débrouillez-vous, lisez les cartes. Et en fait c'est hyper efficace. On est vraiment plongé dans l'histoire tout de suite et on a des choix qui sont des choix d'aventure et d'exploration sans qu'on en revienne au dungeon crawling. Ouais, puis même sociaux entre guillemets, pour certains. Enfin, pour l'histoire d'Alexandre David Neal, où on est un journaliste et on doit faire des choix moraux. Est-ce que j'écris cet article, ce brûlot communiste? C'est ce que je voulais dire. Hein, est-ce que je parle de la condition sociale de ces femmes qui travaillent? Ouais, il y a vraiment des choses intéressantes, ou même chouette, sur Bass Reeves aussi, il y a des trucs assez intéressants. On imagine bien que dans un cas comme ça, il va y avoir des répercussions positives, négatives, peut-être un peu des deux. Et voilà, après, ça fait partie du jeu aussi, la fois suivante, quand on a déjà joué, quand on rejoue, la mémoire de ce qui s'est passé, de ce qui est intéressant ou pas, du système de jeu, finalement, de l'architecture du jeu, elle est importante. Et donc, il faut se souvenir un peu du poids des choix. Et ça, c'est plutôt bien vu aussi. On va parler de Oltré. Alors, Oltré, c'est un jeu qui va reprendre le jeu de rôle Oltré, mais cette fois-ci en jeu de plateau. Et donc c'est un jeu qui va vous raconter une histoire, vous êtes des patrouilleurs, et ce qui est assez incroyable dans Oltré, c'est que vraiment, c'est hyper facile à jouer, et alors que le décorum est vraiment impressionnant, on a vraiment une superbe édition pour servir tout ça, et en même temps, c'est hyper abordable. Alors que vraiment on pourrait se dire c'est une grosse boîte, il y a plein de composants, il y a 400 cartes, il y a plein de scénarios différents, c'est modulable, mais en même temps, en fait, à son tour, on lance le dé d'événements et puis après on joue. C'est ça. On déplace nos petits chevaliers, nos petits personnages, on fait une des actions et c'est parti. Et après, il y a 2 niveaux d'histoire, parce qu'en fait, il y a une histoire qui va être la chronique que vous jouez, c'est vraiment l'histoire donc que vous allez dérouler, tour après tour, il va se passer des événements importants et vous ne savez pas comment gagner au début, vous ne savez même pas votre but, et petit à petit vous le découvrez. Et ces cartes, elles vont vous donner des indices, les cartes chroniques, elles vous donnent des indices, mais en même temps, ça c'est le niveau de narration principal. D'un autre côté, il y a des peuplades qui peuvent avoir des problèmes, et là vous allez pouvoir découvrir des petits événements, des sous-événements,
qui vont venir rajouter une petite touche, qui vont créer un monde autour des patrouilleurs, autour des joueurs, et ça marchait plutôt pas mal. En plus, on va pouvoir construire son château. À chaque partie, on va construire des choses dans le château qu'on a décidé de restaurer. Et vraiment, les mécanismes participent très bien à l'histoire. Ouais, non, c'est... Enfin, moi, j'ai retrouvé le truc de Ghost Stories au niveau du placement, mais avec un univers beaucoup plus sympa. Oui. Pour jouer en famille, c'est quand même plus... C'est ça, c'est du même auteur que Ghost Stories, et Ghost Stories, c'était super dur, alors que là, on est plus dans un jeu facile. La complexité vient, a priori, alors j'ai pas joué tous les scénarios, mais on m'a dit que ça devenait un petit peu plus compliqué par la suite. Et puis même, on peut, si on veut, complexifier le jeu avec les paquets d'événements. Donc c'est un titre qui a marqué un petit peu l'année et qui fera probablement, qui marquera un petit peu en termes d'édition. Vraiment, je pense qu'on est vraiment dans du très 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 beau. Et je vais vous parler de Destinies. Donc Destinies, c'est un jeu dans lequel on va vivre une aventure. On est chacun prédestiné à faire quelque chose, mais chaque joueur va avoir 2 destinées et donc 2 façons de gagner la partie. C'est pas coopératif et c'est un jeu qui avait tout pour être coop. Franchement, ça raconte une histoire. On découvre des lieux, etc. On découvre un écosystème narratif avec des gens qui veulent des trucs, etc. Des quêtes. Ça avait tout pour être coop, et en fait, non, c'est une course. Et vraiment, c'est une course à accomplir sa destinée. C'est tout drivé par une application. Et c'est tout drivé par une appli, et c'est vrai que c'était intelligent, parce que finalement, cette application, elle va faire des tests pour nous, elle va aussi gérer un petit peu le catch-up, parce que c'est une course et tu pourrais te dire, ah bah ouais, le premier, quand il a fini, il a fini. Et ben non, parce qu'en fait, le premier qui déclenche sa destinée, il doit l'accomplir et c'est long. Parce que t'imagines que quand tu dois faire des actions héroïques, et tu les fais pas en un claquement de doigts. Et quand tu es le premier à déclencher ta destinée, et tu vas passer un peu plus de temps à le faire, et l'application va permettre aux autres joueurs de rattraper un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans Destinies, c'est aussi que tu as vraiment l'impression d'un paysage de gens qui vivent ensemble. Et tu as un système de progression surtout. Moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ce système de progression qui est hyper simple. Quand tu gagnes de l'expérience, tu peux la dépenser pour décaler des petits pions sur 3 caractéristiques. Et ces petits pions, c'est les succès. Ça te permet de faire des réussites ton plus seuil facilement. de succès. Ouais. Et en fait, quand tu rates, souvent on va te dire, tu gagnes une expérience. T'as raté, mais tu gagnes une expérience. C'est le petit catch-up. Et c'est un catch-up qui te donne le choix. Parce que quand t'as raté, la prochaine fois que tu feras un test, tu pourras dire, ah ouais, là j'avais raté mon test de force, j'ai gagné de l'expérience, maintenant je fais un test d'agilité, j'ai vraiment pas envie de le rater, je vais dépenser mon expérience pour gagner en agilité. Moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est d'abord, le truc, c'est que quand on joue à 3, moi j'ai joué à 3, on a le côté course, c'est qu'on a des objectifs mais qui sont en commun avec 2 autres joueurs. Ouais. Donc on se tire la bourre sur deux axes à la fois, mais avec les autres joueurs aussi. Donc à un moment donné, on sent qu'on va se faire avoir sur un, on va aller sur l'autre. Ouais. Et donc déjà, en fait, il y a ce truc où c'est pas définitif. On va pouvoir modifier, on va pas avoir un plan tout tracé. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans la narration. Il va y avoir, mettons, un personnage qui est en danger. On se doute bien que si on fait rien, il va lui arriver quelque chose. Mais en même temps, on a autre chose à faire. Et ça, on a envie quand même de se dire... Et puis, bim, évidemment, forcément... C'est vrai qu'il y a des personnages qui peuvent disparaître. Il y a des événements dynamiques qui se passent. Et l'ambiance de scénario est vraiment très différente aussi. Je sais pas si tu en as fait plusieurs, mais j'en ai fait 2. Ouais. On peut être sur une affaire de loup-garou assez classique, ou alors on peut être moi, celui qui m'a fait le plus marrer, vraiment, c'est des jeunes filles des faiseuses de miracles qui vont voir Jeanne d'Arc en lui demandant des conseils, quoi, et pour atteindre la béatitude. Et vraiment, c'est super drôle d'avoir ce contraste entre les scénarios, de voir ces différentes ambiances. C'était un Kickstarter, et il y a eu des extensions qui étaient livrées avec le Kickstarter qui proposent des mécanismes légèrement différents, mais qui sont aussi très bien. J'ai fini la première extension là il n'y a pas longtemps, et vraiment c'est pareil, c'est au même niveau, voire un petit peu meilleur que la boîte de base, donc vraiment très très bien. On va passer sans plus attendre à la catégorie suivante, les jeux de deck building. Au rang des jeux de deck building, on va trouver des jeux qui arrivent en localisation, et des jeux qu'on attendait depuis un bout de temps. Il y a eu Shards of Infinity, et il y a Tyrants of the Underdark qui apparaît en français sous le nom de Tyrans de l'Ombre-Terre, dont tu vas nous parler maintenant.
Eh ben, très bien. Ben, les Tyrans de l'Ombre-Terre, c'est un jeu qu'on a bien pensé à sa sortie en anglais. Oh oui. Et on est content de le retrouver en français parce que ça va nous l'ouvrir ouvrir à d'autres publics. Et moi, je l'ai sorti il y a pas très très longtemps dans un cadre de joueurs un peu initiés entre guillemets. Et on s'est tout de suite pris au jeu quoi. C'est du deck building. On a toujours des choix à faire. On va prendre des majorités sur du plateau. On va s'assassiner. On peut éventuellement pourrir le deck des autres joueurs. Enfin, moi, c'est un énorme coup de cœur ce jeu. Et c'est vrai qu'en fait, c'est du deck building qui est mis au service d'un autre mécanisme, le contrôle de territoire, la majorité, et que quand on commence à établir une stratégie, on a de l'inertie sur cette stratégie, c'est-à-dire qu'on l'a entamée, et même si on dit « Ok, je vais vraiment changer mon fusil d'épaule », et ben ça va gêner les joueurs pour un certain nombre de tours, et on va être entraîné, on va être quand même encouragé à la poursuivre un peu. Parce que finalement, c'était pas si mal, et le jeu, il est vraiment, il incite à ça, en fait. Il incite à être dans une stratégie, mais en même temps essayer de répandre son influence un petit peu à côté, de placer ses espions, d'être un peu, de comploter en fait. Mm. Et quelque part, faut s'adapter aussi. C'est que si on voit qu'il y a un joueur qui est en train d'accélérer la partie ou de marquer plein de points, au contraire, il faut essayer de clôturer la partie. Donc, il va falloir à un moment donné s'adapter pour pouvoir arriver à s'en sortir. Il y a quelque chose de très fin au niveau du tempo, effectivement, parce qu'on peut choisir activement de raccourcir la partie en plaçant ses troupes. Et ça crée une vraie pression sur les autres joueurs. Et ça, c'est vraiment un des trucs qui est hyper fin et bien joué de la part des auteurs qui ont vraiment réussi leur coup. Alors, je suis pas un grand fan des illustrations ni de l'univers, mais par contre, c'est vrai que mécaniquement, c'est vraiment excellent, ça se joue tout seul. Ouais, puis la tension est tout le temps là. Et puis même, moi, c'est un jeu où on discute. On dit, mais tu vois bien, là, lui, là, c'est pas moi qu'il faut attaquer. Voilà, c'est pas un jeu de pleureuse, hein, pour le coup. Il faut accepter de se faire taper dessus. Il faut accepter de se faire un peu taper dessus, ouais. Et voilà. Et en fait, un autre truc qui est vraiment agréable, c'est que le jeu est complètement modulaire. Est très simplement modulaire. Parce qu'on a des decks différents, et pour faire une partie, il faut 2 decks. Et on va choisir si on veut être plutôt dans le combinatoire, plutôt dans l'agressivité, plutôt le pourrissage de deck. Et du coup, c'est très très rejouable. Et à noter que l'édition française inclut la première extension anglaise, qui est l'extension avec les aberrations et les morts vivants. Donc vous avez 6 factions, alors que 4 dans la boîte de base anglaise. Donc moi j'ai une boîte anglaise et j'ai été obligé d'acheter une extension qui est excellente. Ouais. On va ensuite passer au deuxième jeu de notre sélection, et c'est Dune Imperium. Alors Dune Imperium, déjà, il défonce tout le game des adaptations de films ou de jeux vidéo. On vous le dit tout de suite, c'est vraiment excellentissime. C'est par l'auteur de Clank, et donc c'est un jeu de deck building et de pose d'ouvrier. Donc on va avoir ces deux mécanismes qui sont concurrents. On va utiliser ces cartes non seulement pour en acheter de nouvelles, pour créer sa stratégie, pour des effets combinatoires, mais aussi pour servir de la pose d'ouvrier. On va jouer une carte pour placer un ouvrier qui va nous permettre de déclencher des éléments et qui vont enrichir un moteur économique. Et là aussi, c'est très interactif, comme Tyran. Il y a des points d'interaction avec des pistes sur lesquelles on essaye d'être premier, où il y a quand même un côté course. Il y a des combats, toutes les manches, il y a un combat. À la fin de chaque manche, il y a un combat, effectivement, qui est de la majorité. Qui est de la majorité. Et après, il y a le blocage un peu traditionnel de la pose d'ouvrier, où quand on a pris l'emplacement qui était intéressant, qui intéressait l'autre joueur, il l'a dans le baba. C'est ça. Puis il y a les cartes intrigues. Et il y a des cartes intrigues qui sont des cartes un petit peu surprises. Alors, on peut les piocher, il y a des joueurs qui peuvent ne pas du tout jouer avec, c'est possible en fait de gagner sans jouer de cartes intrigues, mais c'est vrai que c'est des surprises non négligeables. Ouais, parce qu'on peut tout d'un coup avoir pris une majorité, ou avoir retiré des troupes, parce que on sait que de toute façon on va pas gagner le combat cette fois, donc autant ne pas les avoir dépensés. Il y a plein de petites finesses, effectivement. Et moi j'ai joué beaucoup cet été. J'y ai pas mal joué aussi, ouais. Et j'attends l'extension qui va bientôt sortir avec impatience. Je suis dans la même attente, on va dire. Eh ben écoute, on va passer au jeu Euro. On va parler des jeux
euro, donc des jeux dits à l'allemande, donc des jeux de gestion, et c'est une catégorie dans laquelle cette année, eh ben, on a finalement eu pas mal de rééditions. Donc on a par exemple Rococo, on en a quelques autres, et donc Hansa Teutonica, donc des vieux classiques qui reviennent sur la scène ludique, mais on a aussi des nouvelles éditions, et notamment, ici on va vous parler d'un entre-deux qui est Iki. Alors Iki, c'était un jeu qui était auto-publié au Japon, dont tu m'as fait jouer à l'édition japonaise il y a quelques années, et c'était vraiment excellent. Bah, moi, c'est un énorme coup de cœur ce jeu parce que les mécaniques sont relativement simples quand on a l'habitude, hein, et c'est très interactif. Parce que on va avoir des artisans sur le plateau, mais quand on active les artisans des autres, ça va leur donner des avantages. C'est un jeu qui est très vivant parce que il y a plusieurs fois dans la partie, il y a des incendies qui vont se déclencher et soit on essaye de s'en protéger, soit on va peut-être potentiellement les subir. Enfin, il y a plein de façons de jouer. Et effectivement, même les artisans qu'on va venir placer dans le marché, eh ben, ils vont vieillir, et comme tu dis, c'est vivant, parce que ces artisans, ils nous permettent de déclencher des actions supplémentaires quand on y va, etc. Mais quand il a pris sa retraite, l'artisan, il libère l'emplacement, et on va pouvoir placer un nouvel artisan dedans. Et donc vraiment, il y a une rotation, et on doit toujours être actif pour regarder les opportunités qui se présentent à nous. Et moi, c'est peut-être un truc que je garde de ce jeu, c'est que à la fois c'est un jeu de gestion dans lequel il faut être assez fin, calculer sur le long terme, mais en même temps, c'est un jeu qui raconte la vie, et la vie c'est des opportunités. Oui, c'est vrai, et puis comment dire, on peut arriver à faire des combos, mine de rien, parce qu'on va installer un artisan ici, on se dit, il y a moyen qu'il soit activé, qu'il aille plus vite en retraite. Ce plateau qui vit, qui se vide, qui se re-remplit, qui se revide, moi je trouve ça vraiment très agréable. Effectivement, je trouve qu'il y a vraiment un côté élégant du côté mécanique qui se déploie. C'est un jeu qui est complexe, qui peut faire peur parce qu'effectivement il y a beaucoup de paramètres, mais au final, quand on est dans le jeu, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on fait simplement bouger son marchand le long du marché, on va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on a un nombre de mouvements limité, mais en même temps on a beaucoup d'options qui découlent de ça. Et il y a vraiment un bel équilibre entre tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu et ce qu'il est possible de faire pendant son tour. Et en même temps, on a envie de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il est possible de faire. Donc il y a de la frustration un petit peu, mais elle est bonne, parce que en fait, on aurait envie de faire plus, parce que il faut se parer contre les incendies, marquer des points, avoir des blagues à tabac, du poisson, récupérer des sandales pour aller plus vite, mais on peut pas tout faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quelque part, même si je fais pas ce que j'ai envie, c'est pas grave, je vais me lancer dans un plan B, et des fois, finalement, c'est une autre stratégie qui s'ouvre, et donc il y a jamais ce truc de ce tour est mort, je vais rien faire et j'attendrai le tour prochain. Non, c'est vraiment toujours vivant, quoi. Pour moi, c'est le mot qui le caractérise, c'est la vie, quoi. Il y a vraiment de la vie dans ce jeu. Et écoute, sur ces belles paroles, on va passer à la catégorie suivante, les jeux de contrôle de territoire. Où il y a de la vie aussi. Ouais, il y a de la vie aussi. Pour les jeux de contrôle de territoire, on en a deux. On a Ankh, qui a été livré aux backers du Kickstarter et qui arrive en boutique début décembre. Et donc c'est un jeu dans lequel on incarne des divinités égyptiennes. Et c'est dans la série de Blood Rage et Rising Sun. On va essayer de contrôler des zones pour marquer des points. Et le premier qui arrive en haut de la piste de points de victoire a gagné. Et les autres, ils ont tous perdu. Et en même temps, on peut déclencher des combats, on peut éliminer les unités adverses, mais pas le dieu parce qu'il est mortel. Et on a tout ce jeu avec quelque chose qui est très simple, un mécanisme d'action qui est limpide. Il y a 4 actions différentes que vous pouvez faire. Ça reste un poids lourd, hein. Mais en fait, chaque action, elle a des ramifications. Il faut penser qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, que grâce à telle action, on va faire une autre chose. C'est un poids lourd parce qu'il dure longtemps, mais aussi parce que finalement, les implications stratégiques sont très profondes. Alors qu'en règle, c'est maxi simple. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est un jeu où il faut vraiment tout intégrer, et je trouve qu'il est difficilement lisible sur une première partie, en tout cas, je trouve qu'il est difficilement lisible. Alors, je l'ai fait découvrir à une amie la semaine dernière, et elle m'a dit la partie m'a épuisé. C'était génial, mais ça m'a épuisé. C'est vrai. Et j'ai le même ressenti, ma première partie, j'en pouvais plus, j'étais complètement épuisé. Sauf que moi, quand je lui ai fait découvrir, moi j'étais relax parce que j'avais intégré ces mécanismes-là. Donc c'est vrai que c'est très très intense les premières parties, et puis après on commence à prendre du recul, à voir comment les choses se passent.
Et je trouve que c'est un jeu qui probablement fera date vraiment dans l'histoire du game design parce qu'il propose des solutions hyper fortes. C'est-à-dire qu'à certains moments de la partie, on va dire ok, là les 2 joueurs les plus faibles, ils s'unissent et maintenant ils jouent ensemble. Et vraiment, c'est un mécanisme de rattrapage, de catch-up, mais ça marche. Et en plus, tu te dis ok, ça ouvre des perspectives stratégiques et ça change complètement la dynamique du jeu. Et juste avant la fin, on te dit bah voilà, s'il y a des joueurs qui sont encore trop à la traîne, ils jouent plus, de toute façon, ils rattraperont jamais. Oui. Et ça a l'air un peu douloureux comme ça, cette élimination possible, sauf qu'en fait, c'est pour le bien du jeu et c'est pour le bien des joueurs, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu et du coup, c'est quand même mieux. Oui, puis en plus, ça dure pas quelque part. C'est que si on est éliminé, c'est que la partie est quasiment finie. C'est ça, ça veut dire qu'il reste un quart d'heure de jeu, en fait. Ouais, il reste à peu près un quart d'heure, effectivement. Et la dernière chose qui m'a vraiment marqué dans ce jeu, c'est le combat. Dans ce jeu, chaque joueur va avoir une main de 7 cartes, et on va compter les forces, et on va jouer une carte parmi les 7 faces cachées, les révéler en même temps, et ces cartes, elles sont incroyablement bien designées. Bah c'est l'auteur de Blood Rage, donc y a des petites finesses où de temps en temps il faut savoir perdre. Oui. C'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est que on a envie de laisser nos troupes sur le plateau, mais de temps en temps il faut savoir les perdre. C'est comme ça qu'on va gagner des points. Alors il faut savoir les perdre et en même temps il faut savoir gérer ces cartes, regarder les cartes que les autres ont jouées et on peut bluffer. Et en fait c'est vraiment un combat de stratège plus qu'un combat de bourrin. Alors que Blood Rage c'était un peu plus bourrin justement. C'est vrai. Mais on est dans du contrôle de territoire certes, mais en fait voilà, gagner tous les combats c'est pas une fin en soi. Et c'est un jeu qui est finalement assez fin. Et moi, je trouve que c'est vraiment incroyablement complexe et à la fois très simple à aborder. Et en même temps, l'édition est très belle. Oui, c'est vrai que belle figurine. Très belle figurine, très belles illustrations. L'ergonomie est au poil. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très bien fait. Et on va vous parler de Unmatched aussi, qui est tout aussi beau d'ailleurs. Mais qui est plus petit. Voilà, c'est plus petit. C'est un tout petit plateau, on doit détruire l'adversaire. On a un principe de ligne de vue, très très malin. Et puis voilà, en fait, on a des familiers, c'est pas des familiers... Des compagnons. Des compagnons, ouais, ça dépend des... Effectivement, on joue des personnages qui sont très différents. On peut jouer la Méduse ou Sinbad ou Alice. Alice au Pays des Merveilles ou Sherlock Holmes. Et tous les personnages ont un petit truc, quoi. Alice, elle peut grandir. Quand elle grandit, elle a des bonus. Quand elle rapetissit, elle a d'autres types de bonus. Alors c'est vrai que ça donne envie de tester tous les personnages. Clairement, il y a un côté addictif où tu te dis « Attends, moi j'ai envie de jouer ce personnage, j'ai envie de comprendre comment il marche. » tu joues l'homme invisible, t'as envie de bouger par-ci, par-là. Tu joues un tireur, t'as envie de te mettre loin. Et il y a plein de boîtes qui vont sortir. Mais les boîtes, elles rajoutent non seulement des personnages, mais aussi des plateaux. Donc on a une grande diversité, et les personnages, ils sont très abordables parce qu'il y a des cartes communes entre tous les persos, mais à chaque fois, ils ont leur façon de jouer, que ce soit Dracula qui vole l'énergie vitale des ennemis comme des amis, ou moi j'ai joué, mon préféré pour l'instant, c'est Holmes et Watson, parce que tu essayes de perdre certains trucs en devinant ce que fait l'autre. Il y a vraiment un truc qui se fait alors que c'est super abordable. Et puis il y a un aspect thématique qui est bien fait. Quoi. C'est comme tu disais, Dracula, Holmes, Alice, il y a toujours une logique. Ouais, tu te sens dans leur peau et dans leur, vraiment dans l'archétype du personnage. Et alors la raison pour laquelle Alice et Sherlock Holmes sont sur le même plan avec Sinbad, ça n'a aucune importance. Ouais, mais c'est pas le but. C'est juste trop bien. Éclatez-vous à voir Bigfoot qui défonce la gueule à Robin des Bois. Éclatez-vous, éclatez l'autre. Voilà, éclatez-vous, éclatez l'autre. C'est ça, en fait, mais le mot. C'est du fun très très immédiat, et à la fois c'est des décisions tactiques très immédiates aussi, qui sont très satisfaisantes pour moi. Ouais, puis pour le coup c'est un jeu où on peut, enfin entre guillemets, jouer avec des enfants. Oui. Parce qu'on leur apprend assez rapidement, et ça n'a pas une énorme implication. Même si cette implication, on peut la retrouver quand on joue avec des joueurs déjà un peu plus chevronnés. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie des jeux à 2 en duo. Pour les jeux à 2, on va vous parler de 2 jeux. Même si on pourrait pas faire plus. Tellement. Et on va vous parler de Botanique. Alors Botanique, moi il m'a beaucoup surpris. Ouais. Je m'y attendais absolument pas. Un jeu de tuiles, encore un jeu de tuiles où on va relier des tuyaux. What? Et en fait, c'est très très malin.
On a un plateau au milieu où on va pouvoir placer les tuiles, mais selon comment on va les... Enfin, on a un moyen de débloquer les tuiles, et quand on débloque les tuiles, ils se rajoutent dans notre espace de jeu, mais on débloque ceux des autres. Il y a vraiment des petites finesses. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'espace de choix qu'on a, parce qu'en fait, on joue plus ou moins en manche. Alors, c'est jamais expliqué comme ça dans la règle, mais en gros, on a 3 tuiles. Quand on est le premier joueur, on va choisir une tuile parmi les 3 et la jouer. Et du coup, on va laisser le choix parmi 2 tuiles à l'adversaire, et lui, il va avoir le choix de nous laisser la dernière. Et donc, en fait, on doit forcément penser à des moyens de le bloquer ou de se débloquer soi-même. Et comme tu dis, on peut débloquer des tuiles de l'adversaire de temps en temps, les débloquer au moment où ça l'intéresse pas. En général, on a envie de débloquer ces tuiles. Donc, quand malheureusement on doit débloquer une tuile adverse, on se pose la question de est-ce que je le fais vraiment? Ça m'aide beaucoup, ça l'aide un peu. Et c'est effectivement, comme tu dis, c'est riche alors que c'est super simple. Ouais, moi j'ai joué entre joueurs, j'ai joué en famille, j'ai joué avec ma fille, et c'est immédiat, c'est simple, quoi. Et c'est toujours gratifiant. C'est toujours gratifiant, et puis il y a cette interaction sur ce système de déblocage de tuiles qui est pour moi limpide, quoi. C'est une belle mécanique qui fait que pourquoi tu le fais maintenant là? Ok, bon, je vais placer la tuile ici, je vais essayer de la relier. Non, il y a toujours des choix intéressants. C'est vrai que en fait, on est direct dans les choix, même au premier tour, on est dans des choix intéressants. Ça s'arrête, enfin, il y a vraiment pas beaucoup de temps mort. On est toujours dans le même genre de choix, mais suivant le moment de la partie, il se passe toujours des événements un peu particuliers. Je te propose qu'on passe au deuxième de la sélection, qui est Great Plains. Alors, Great Plains, c'est un jeu auquel je m'attendais à pas l'aimer. Parce que il est pas forcément très joli, et puis il a l'air revu et revu. Et en fait, c'est super bien. On va tout simplement faire un petit peu de contrôle de territoire, mais en même temps, on peut beaucoup interagir avec l'autre en le poussant, en utilisant des animaux pour le pousser. Et finalement, le level design des tuiles sur lesquelles on va jouer, parce qu'on va assembler le plateau en début de partie, il est vraiment bien. Ouais, puis ce système d'animaux, c'est super malin parce qu'il n'y a que 3 tuiles animaux pour chaque, donc on peut déjà créer de la pénurie. Si on n'a pas envie de se faire pousser, il suffit d'aller prendre tous les jetons en ours. Donc c'est un moyen. Mais après, on se rend compte que finalement, l'aigle, ça permet de passer par-dessus une montagne, donc ça économise des mouvements. Cette majorité sur les zones de plaine, il faut essayer de les battre, mais à un moment donné, on se dit, je vais pas perdre mon temps, c'est mort, quoi, je vais pas y arriver, donc il faut aller chercher autre chose. Il y a toujours des choix forts, quoi, dans le placement. Je trouve que par rapport à un jeu abstrait où tu joues sur un quadrillage type dame, échec, etc., là on joue sur une matière un peu plus organique, effectivement avec des vallées, des montagnes, des plaines, et il y a un côté très plaisant et un peu plus doux, un peu plus narratif, même si finalement c'est qu'un habillage de l'abstraction, mais il y a vraiment quelque chose d'agréable et de doux dans le jeu en fait. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est cette espèce de simplicité et de finesse dans le jeu. Eh ben, écoute, passons au jeu suivant, à la catégorie suivante, et ce sont les jeux en campagne. Pour les jeux en campagne, on aurait pu vous parler de Destinies, on aurait pu vous parler de Welcome to the Moon, mais c'est de My City qu'on va vous parler. Donc c'est un jeu qui aurait pu être un peu un roll and write, puisqu'on va placer des polyomino sur notre grille, finalement. Mais on va jouer en modifiant les règles, et ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a vraiment un héritage de partie en partie qui va venir se coller sur votre plateau. Et c'est ça ce qui fait un petit peu le sel du jeu, c'est qu'on crée son plateau plutôt que de créer les contraintes. Ouais, puis dans ce genre de jeu, ce qui est bien, c'est que au début, on commence avec quelque chose de très simple, et pour des joueurs un peu habitués, on dit ouais, ok, j'ai déjà vu ça, des polyomino. Et puis il va se rajouter des règles. Ah ok, d'accord, maintenant il y a ça, maintenant je sais à quoi ça sert. Et puis d'autres règles, Puis il arrive quand même à savoir enlever des règles pour qu'il n'y ait pas cette accumulation. Ça, j'ai trouvé ça très très malin. C'est vrai qu'il y a des règles qui disparaissent, et souvent le problème des jeux en campagne, c'est que c'est un peu intimidant, on se dit ah là là, et si on fait une pause, etc. Et ben là, le corpus de règles reste toujours abordable. Et même, j'ai envie de dire, moi j'y ai joué avec des collègues
à la pause de midi. Donc à midi, on faisait nos 3 parties, parce que ça nous prenait une petite heure de faire 3 parties. C'est très très court, finalement. Et en fait, on a laissé le jeu sur une table, et on le laissait là tout le temps installé, et puis ça a duré 2 semaines, parce qu'on faisait un chapitre à chaque midi. Il y a 8 chapitres, et donc vraiment, c'est pile la bonne durée, c'est très familial finalement. Et je pense que c'est une bonne introduction aux jeux en campagne, parce que c'est pas trop intimidant, ça va pas chercher loin en termes de narration, c'est sûr, hein, mais vraiment en termes de règles, on a quelque chose de très simple, très abordable, et alors c'est rejouable après. Moi, j'y ai pas encore rejoué en mode éternel, je sais que j'ai quelqu'un qui a rejoué, qui m'a dit « Ah, ça marche bien », qui m'a même racheté une 2e boîte depuis. J'irai pas jusque-là, parce que j'ai beaucoup de trucs, hein, mais on est vraiment sur de l'accessibilité et une campagne qui plaira à tout le monde. Ouais, enfin, moi, le petit truc que je regretterais, c'est que il y a des petits twists qui sont intéressants dans la campagne, et j'aurais aimé qu'on me les propose pour jouer dans ce mode éternel. Dans le mode éternel. Ouais. Et finalement, il faut se le construire, pour pouvoir les réutiliser, il faut se les construire, et c'est un peu dommage. C'est le petit truc que je trouve dommage. On va passer à la catégorie des jeux qui sont passés par le financement participatif. Pour cette catégorie des Kickstarter et financement participatif, on va parler d'un seul jeu, même s'il y en a d'autres de la liste du bilan qui sont passés par le financement participatif. Et ici, on va vous parler de Unsettled. Alors, c'est une énorme boîte avec où tout s'installe assez simplement. Alors, pour le coup, ils ont fait on parlait des Game Trays là pour Seven Wonders Architect. Hop, on sort les plateaux et tout est tout prêt. Et après, le principe, c'est que, l'histoire, en gros, c'est que on a échoué sur une planète, et cette planète, il se trouve que on sait pas trop, on va explorer cette planète, donc on a un damier de cartes, on va déplacer nos petits pions, découvrir ce qui se passe, et puis il y a une histoire là-dedans. Il y a énormément de narration, on va découvrir c'est quoi cette planète, comment elle réagit, parce que ça peut arriver qu'elle soit vivante. Donc ça c'est le truc très très drôle. Et le principe c'est que on a plusieurs boîtes comme des cartouches de jeu finalement. Et chaque boîte c'est une planète différente qui va se comporter de manière différente. Un peu, si je prenais une analogie, je dirais les esprits de Spirit Island quelque part. C'est un peu ça. Et voilà. Et autre chose qui est très très forte dans le jeu, c'est que on va jouer donc ces explorateurs, et on a tous un espèce de pouvoir qui va, en fonction du moral, devenir positif ou négatif. Donc il y a vraiment la force du jeu vraiment, c'est la narration. C'est la narration. Le jeu va nous raconter une histoire. On va se déplacer, on va être infecté par des champignons. Voilà. Tous les soucis de la vie extraterrestre. Les soucis de la vie extraterrestre, exactement. Et c'est magnifique. Les illustrations sont vraiment sublimes. C'est vrai que, alors moi j'y ai pas joué, mais j'ai vu la boîte et j'ai vu quelques illustrations. Je trouve qu'il y a un vrai travail, et c'est peut-être un truc qui a plus cours dans le financement participatif que dans le circuit classique. On trouve des illustrations qui ont plus de caractère. On trouve des directions artistiques peut-être un peu plus tranchées. Quoique, depuis quelques années, je trouve que on trouve des choses un petit peu plus affirmées que dans le circuit classique. Mais Kickstarter et GameFound restent quand même assez pourvoyeurs d'expériences particulières. Et pour celui-là, le seul truc, c'est qu'il faut faut espérer une version française. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une version française. Il y a effectivement quelques rumeurs. Il y a quelques rumeurs et des gens qui nous ont dit « Ah !» Et je pense que ça sera pas dommage, parce que il y a quand même beaucoup d'anglais. Et moi qui suis pas forcément très très bon en anglais, c'est un anglais qui est quand même assez littéraire, mine de rien, et qui... On sent qu'on passe quand même à côté de quelque chose, quoi. Il y a des petites finesses, il y a des petites blagues, c'est une belle surprise. Voilà, il y a beaucoup de narration, mais par contre, si jamais vous voulez... vous êtes efficace en anglais, n'hésitez pas à aller vers Unsettled. Regardez sur le marché de l'occasion, parce que là il a été livré, ou alors attendre la version française qui arrivera. En tout cas, c'était un jalon pour le financement participatif de cette année. Eh bien écoute, merci Cyril, je crois qu'on a terminé pour ce bilan sélectif. Rappelez-vous que si vous voulez en savoir un peu plus sur ces jeux, vous avez des articles sur le site, mais aussi des avis, des tests et des ludochronos qui vont vous parler des mécanismes du jeu. N'hésitez pas à aller voir aussi
Le bilan sélectif complet écrit où on parle de beaucoup plus de titres que ça, parce que finalement, là on a résumé l'année en peut-être 25-30 titres, mais il y en avait beaucoup plus que ça. Donc là, ça va être disponible sur le site ludovox.fr aussi. On vous met le lien en description dès que ça paraît. Maintenant, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Ça nous soutient à mort. Et aussi, si vous êtes vraiment ultra fan, vous pouvez aller sur notre Utip. Merci Cyril. Merci à toi. Et à bientôt sur ludovox.fr.